Bonjour à tous, merci d'être venus, parce que imaginez mon cauchemar si la salle avait été vide et si j'avais dû me contenter comme public de ce magnifique pilier central. Ce qui pour moi en termes de conférencier m'aurait posé un problème puisque c'est l'essentiel de ce que je viens chercher. Lorsque vous êtes présent en nombre comme ça, c'est l'interaction, l'échange, le partage qu'on va pouvoir avoir. Et plus il y a de monde, plus cette interaction et ce partage est importante pour vous, mais aussi, et bien évidemment pour moi. On va parler d'éducation, donc je vais vous parler aussi de ce qui est important pour moi en termes d'enseignant et d'enseignement. Dans mon rôle d'enseignant, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir transmettre rapidement et durablement une information. Et c'est seulement quand ces deux conditions-là sont remplies, le pouvoir de transmettre et puis cette faculté de partager et d'échanger avec le plus grand monde, que ma vie est emplie du sentiment qui m'emplit en ce moment, l'aboutissement et le bien-être. On va parler de stratégie d'excellence dans le domaine de l'apprentissage. Car la PNL nous apporte cela. Personne ne naît avec la bosse des mathématiques, une excroissance derrière le crâne, appelée bosse des mathématiques. Personne ne naît avec une faculté particulière pour l'art, l'orthographe ou d'autres disciplines. Personne ne naît avec un lien génétique avec un éléphant qui lui donnerait une mémoire extraordinaire. Non, la PNL nous apprend que tout peut être modélisé, que si quelqu'un a un domaine de prédilection, c'est que dans ce domaine-là, il a mis en place ce qu'on appelle des stratégies mentales efficientes. Pour un grand nombre d'enseignants, et j'en ai rencontré quelques-uns lors de mon cursus scolaire, l'idée, c'est qu'il faut laisser à chacun d'entre nous le temps de développer ses propres capacités, ses propres méthodes de travail. Alors l'idée est louable, elle est même très intéressante, à condition que l'élève, l'apprenant, ne soit pas bloqué dans une difficulté qui peut avoir comme source bien des domaines, peut-être des problématiques. Une des conférences ce matin était sur la vue. Cette difficulté peut venir de la vue et entraver le processus d'apprentissage derrière, entraver la méthode que va utiliser l'apprenant pour enregistrer les informations et surtout accéder à des capacités, car finalement l'apprentissage, c'est bien plus accéder à la capacité d'apprendre, sans me prendre mon paperboard, accéder à la capacité d'apprendre et d'intégrer des données. Et c'est ça, les stratégies de la PNL. Dans les stratégies de la PNL, on va pouvoir faire deux catégories, les macro-stratégies et les micro-stratégies. Je vais plutôt vous parler des micro-stratégies, ces tout petits morceaux de stratégies qui ne reprennent que quelques opérations mentales et qui pourtant vont provoquer les plus gros changements. Vous le savez, en PNL, c'est souvent le plus petit élément qui provoque le plus grand changement. Je me souviens quand j'étais en primaire, la première fois qu'on m'a montré un livre pour apprendre à lire, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je viens d'un milieu plutôt rural, l'écriture, la lecture, c'était pas mon quotidien. Et ça l'est devenu à l'école. Le premier livre qu'on m'a présenté à l'école, c'était l'histoire d'un dragon qui venait chaque nuit manger les braises du feu dans un village. Je revois très bien les images de ce livre. J'entends encore la voix de mon institutrice lorsqu'elle nous racontait cette histoire. J'entends encore ma voix lorsque péniblement j'essaye de déchiffrer cette histoire. J'entends encore ma voix lorsque péniblement j'essayais d'écrire cette histoire et toutes celles qu'on m'a proposées par la suite. J'entends encore ma voix qui péniblement essayait de mettre en place une stratégie pour orthographier correctement. J'entends encore ma voix tous les jours
lorsque j'essaye d'orthographier correctement. Et la question que je me suis très rapidement posée, c'est pourquoi moi, je fais ce genre de choses et d'autres ne le font pas, arrivent à avoir une orthographe extrêmement précise, par exemple. Et je l'ai découvert avec la PNL, avec les stratégies PNL. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une orthographe irréprochable? Une personne, 2 personnes, 3. Dois-je comprendre que tous les autres, vous entendez votre voix qui péniblement vous épelle les mots lorsque vous écrivez? Oui, d'accord, je vois certains hochements de tête. D'accord. Ce qui est important, c'est d'identifier le plus rapidement possible, quand on est face à un apprenant, ses difficultés. Et donc, d'identifier si elle vient d'un problème de stratégie. Et pour ça, il faut identifier sa stratégie. La calibration dont on a parlé dans la conférence précédente est très importante. Calibrer, aller chercher l'information. La chose la plus simple à faire, poser des questions. Est-ce que parmi les personnes qui ont levé la main en me disant qu'elles avaient une excellente orthographe, il y en a une qui veut venir à côté de moi? Osez le faire. Venez nous apprendre comment vous faites. Et en même temps, on vérifiera si c'était la vérité. Tu veux venir le faire? Alors, juste avant, on va faire un exercice très simple. Juste un exercice d'imagination, personne n'est là. Nous ne sommes que tous les deux. Et je vais vous demander à vous aussi de faire un exercice, mais pas d'imagination, un exercice de calibration, d'observation. C'est-à-dire, Émilie, on va observer Émilie attentivement, dans toutes ses réactions, mais aussi, peut-être pour ceux des premiers rangs en tout cas, dans ses yeux. Émilie, bonne orthographe alors. Ça va. Pas excellente, mais ça va. Oui, personne n'a pris le risque de venir à ta place. Ok. Si je te demande de les oublier, c'est simplement pour que tu puisses regarder en face de toi. Et je vais te proposer un mot super simple. Comment est-ce que tu fais lorsque tu as besoin d'écrire un mot? Qu'est-ce qui se passe en toi? Je le pense. Parfois, je le vois. Je le vois. Tu le vois, tu l'imagines. Ouais. Vous l'imaginez, vous le voyez. Ok. Oui et non, parce que pour ceux des premiers rangs et qui ont pu peut-être observer ses yeux, vous connaissez sans doute tous les accès oculaires de la PNL, eh bien, elle est partie voir le mot dans ses souvenirs. Donc, elle l'a imaginé, mais d'abord dans ses souvenirs, pour effectivement, après, venir me dire que peut-être elle le fabrique, elle l'imagine. Ok. Si on met en place cette technique-là, et si je te demande d'orthographier le mot « diptère », ok, donc là on voit bien qu'elle cherche à se raccrocher à une image, à un souvenir. Est-ce que j'ai déjà vu ce mot? Est-ce que je l'ai vu écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle part dans ses souvenirs, elle cherche l'image. Ok, diptère, est-ce que tu peux me dire comment tu l'écrirais? J'ai été sympa avec toi, c'est même pas un piège. Dip et terre. Dip et terre, voilà. Et comment tu écrirais dip et terre? Voilà, et on voit que cette fois-ci, elle regarde ici. Elle a été chercher si elle avait vu ce fichu mot au moins une fois dans sa vie. La réponse est non. L'angoisse est montée. C'est ça. Elle invente une façon de l'écrire. Et après, ça me va ou ça me va pas. DIP, TE, 2 erreurs, mais ça ne code pas non plus. DIP. La première chose, ça devrait être DIP, ok. Ouais. Terre. Après, TE, accent grave erreur. En fait, j'essaierai de l'écrire. D'accord, tu essaierais de On l'écrire. va sentir si... Tu peux me l'écrire? En gros, pour que tout le monde puisse le voir.
Ah, si ça fait ah, c'est que ça va pas. Ou peut-être que ça va, on ne le sait pas encore à ce niveau-là. Hein, à son visage, on voit que ça fait encore ah, donc peut-être ça le fait pas. Mais là aussi, on va garder. Ouais, non, mais c'était en français. C'était en français. C'est pas une terre profonde non plus. On a fait de la deep hypnose il n'y a pas longtemps. Alors, comment est-ce que tu l'écrirais? Est-ce que tu peux choisir? Il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, on va demander à ceux qui sont super balèzes mais qui n'ont pas osé venir, comment vous pourriez l'épeler ce mot, monsieur? Moi, je verrais plutôt la deuxième possibilité, mais peut-être sans le H. Ouais. D'accord. Comment vous faites pour arriver à ça? Est-ce que vous faites comme Émilie? Est-ce que vous avez été chercher si vous aviez vu le mot? Est-ce que vous l'avez imaginé? Je n'ai pas vu le mot, j'essaie peut-être de le rapprocher Vous posez des questions? D'accord. Et du coup, ça vous amènerait quelque part? des racines de mots. Ok. Et ça vous amènerait quelque part de ce côté-là? D'accord. Aïe? Ok. Qui avait levé la main aussi? D'accord. Vous avez le même cheminement? Ah! Vous trichez. Vous trichez. C'est une stratégie comme une autre. Merci, Émilie. Sinon, je t'allais demander ce que ça veut dire. Oui, appelle un ami, ou le 50-50. Je ne sais pas si vous avez cette émission aussi en Tunisie. C'est une autre stratégie. Mais on voit bien que toutes ces stratégies-là, elles ont en commun le doute et le temps passé. Voilà, il faut écrire, il faut vérifier, il faut faire des choses comme ça. Bonne stratégie, parce qu'au final, avec Google ou d'autres choses, on pourrait trouver. C'est une excellente stratégie. Moi, j'avais construit, quand j'étais enfant, la pire de toutes les stratégies. Plus que je m'entendais. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à lire énormément, et je lis toujours énormément. Et la question qui revenait tout le temps, c'est « Xavier, avec tous les livres que tu lis, comment tu fais pour orthographier si mal ?» Moi, je n'ai jamais compris cette question jusqu'à ce que je découvre la PNL. Parce que pour moi, un livre, c'est quelque chose que j'entends. Quand je lis des mots, j'entends ma voix qui me raconte une histoire. Pour moi, l'écriture, la lecture, c'est du son. Donc, quand vous me dites comment s'écrit le mot diptère, la première chose que je fais, c'est me souvenir du son. Diptère. 2 syllabes, facile. Diptère. Comment est-ce qu'on écrit le son dip? DIP, en français, c'est assez simple. DIP, ça me va bien. J'ai le dip. Terre. OK. T, 2 R, A, I. Des choses comme ça. Et en plus, complication. AI, ça irait bien. Diptère, AI, ça pourrait le faire. Mais ça fait beaucoup de lettres. Et comme j'ai appris à simplifier les choses, je vais plutôt choisir une solution où il n'y aura qu'un seul ER et un E. Moins de lettres. Plus efficient pour moi. Il faut que je gagne du temps. Sauf que je me retrouve face à un problème. Il y a un accent. Et l'accent, je ne l'entends pas. J'entends bien que c'est « et » et pas « et ». Mais ça ne me donne pas la direction. Donc, dans mon écriture, je vais installer une stratégie. C'est un trait horizontal. Et je me dis que mon enseignant, il trouvera bien la direction du truc. Hein, chacun son job. Hein. J'écris, tu lis. Une stratégie comme une autre. Mais pour l'orthographe, c'est pas terrible. Alors, je vais écrire diptère, D-I-P-T-E-R-E. Simple, efficace, avec un trait horizontal. Mais là, je vais faire comme vous, monsieur. Je vais rajouter une étape à la stratégie d'Émilie. Je suis bien allé voir dans ma mémoire, mais au niveau des sons. J'ai bien construit, mais au niveau des sons. Mais là, je vais me poser une question. Diptère. C'est un mot super compliqué, ça, diptère. Ils ont dû mettre un H quelque part. Où est-ce qu'ils ont mis le H?
Par expérience, je sais que souvent, c'est derrière le T. Alors, je vais mettre un H. Et j'écrirai diptère, D-I-P-T-E, trait, enfin, T-H-E, trait, R-E, diptère. Et du coup, je fais une faute d'orthographe. Parce que diptère, un diptère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mouche. Et diptère, ça s'écrit donc D, I, P, T, E, R, E, avec un accent grave. D, I, P, T, R, E. Ça, c'est la bonne orthographe de diptère. Mais pour arriver à écrire ça, la bonne stratégie, c'est le début de la stratégie d'Émilie. Allez voir si j'ai déjà vu le mot écrit. Donc, allez chercher dans ma mémoire l'image du mot. Et si je ne l'ai jamais vu écrit, est-ce que je peux trouver l'image d'un mot qui s'en rapproche? J'aurai donc un autre mot, je ne sais pas lequel on pourrait prendre, lequel vous pourriez prendre. Et puis après, je vais écrire diptère et je vais les rapprocher. Alors, si j'ai déjà vu le mot, c'est assez simple. Est-ce que la façon dont je l'écris correspond à ce que j'ai déjà vu? Si ça match, plus de questions, j'ai atteint mon objectif. Je sais comment ça va s'orthographier. Par contre, si ça ne matche pas parce que ce n'est pas vraiment diptère que je suis allé chercher, eh ben, comment je fais pour savoir si le mot que je viens d'inventer, c'est bien la bonne orthographe? Eh bien, soit je fais comme vous, monsieur, je me pose une question, ou comme je le fais aussi, je me pose une question en me disant « Oh, c'est un mot compliqué, ça doit venir du latin, du grec ou de l'austro-hongrois, je ne sais pas, il doit y avoir des lettres compliquées. » Et là, en me posant des questions, je vais générer quelque chose d'affreux pour l'orthographe, le doute. Et une fois que je doute, je vais me dire « Ah bah, ça se trouve, c'est même un Y, ou peut-être il y a 2 T, ou peut-être... » Et je vais, comme ça, m'éloigner d'une stratégie efficiente, c'est-à-dire qui soit la plus courte possible pour le meilleur résultat possible. La bonne façon de faire, c'est comme le fait Émilie. Aller chercher ma sensation. Elle nous l'a dit. Et après, je le ressens. Je vois, j'écris le mot et je sens si c'est la bonne chose. Et quand j'ai un doute, j'ai besoin de le réécrire. Et ceux qui sont bons en orthographe parmi vous, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont un mot qu'ils n'ont jamais orthographié, quand ils ont un doute, ils l'écrivent. Et instantanément, ils ont une sensation. La sensation que c'est la bonne orthographe, ou la mauvaise, le cas échéant. Et à ce moment-là, ils réécrivent jusqu'à avoir la bonne sensation. La meilleure stratégie pour orthographier, ce n'est donc pas la mienne. Pas écouter le son, le retrouver dans ses souvenirs, pas inventer le son, mais aller voir le mot, créer l'image du mot, comparer, et se fier à sa sensation. Si vous identifiez chez vous cette stratégie-là, vous avez une stratégie d'excellence pour l'orthographe. Ça marche pour toutes les langues, ou quasiment toutes les langues. Il y a vraiment très très peu de langues écrites qui sont purement phonétiques. Il y a toujours, ou quasiment toujours, dans la plupart des langues sur notre planète, des différences entre l'écriture et la prononciation des choses. Donc la première chose à faire, identifier la stratégie, observer, poser des questions, observer les mouvements oculaires, comme on a pu le faire un petit peu avec Émilie, pour identifier la stratégie. Si on a la bonne stratégie, tant mieux. Si on ne l'a pas, eh bien il suffit d'aller installer cette nouvelle stratégie. Et comment on peut le faire? Eh bien comme je viens de le faire là. Permettre à la personne de créer une image. Du mot. Et si en plus elle peut être associée à la forme du mot, c'est encore mieux. Parce que je saurais reconnaître même des mots qui ne sont pas exactement les mêmes. Diptère et un autre mot. Parce que je saurais que diptère, ça commence
par une lettre haute, puis une lettre courte, puis une lettre basse, puis une lettre haute, puis 3 lettres courtes. Je reconnais la forme du mot. Je peux faire matcher des images. Et je n'ai pas de questions à me poser. Je n'ai pas de doute à venir faire naître. Apprendre à un enfant les mots nouveaux, de cette façon-là, c'est la meilleure façon de le guider vers une stratégie qui soit efficiente. Le laisser tout seul développer une méthodologie, peut-être ça fonctionnera bien. Mais peut-être que pour des tas de raisons, ce n'est pas cette stratégie qu'il va choisir, c'est la mienne. Écouter, se raconter des histoires. Et on lui dira, mais avec tous les livres que tu lis, comment tu fais pour avoir une mauvaise orthographe? Bien parce que je n'ai pas la bonne stratégie, tout simplement. Et une fois qu'on a créé cette image, le ramener à sa sensation. Autrement dit, on va pouvoir changer comme ça une stratégie en utilisant les accès oculaires de la PNL. Demander à l'enfant ou à l'étudiant d'observer le mot, de l'imaginer et de se fier à ses sensations. Alors, il existe des tas de façons de le faire, des tas d'outils pédagogiques, vous pouvez en créer des tas d'autres autour de cette notion-là. Une stratégie, c'est ça, une stratégie efficiente d'apprentissage et de réalisation. Donc, connaître les outils de la PNL, connaître comment modéliser, c'est-à-dire repérer une stratégie, c'est à ça que ça mène, à l'excellence. Tout à l'heure, on nous disait qu'il n'y a pas de langage d'excellence, mais par contre, il y a des stratégies mentales d'excellence. Et si on sait les repérer, si on sait les enseigner, on est au corps même de la modélisation PNL, on est capable d'accompagner quelqu'un à l'excellence dans n'importe quel domaine. Il existe des stratégies pour l'orthographe, pour les mathématiques, pour les sciences, pour la mémorisation, pour tout, pour la musique. Alors, soit on les connaît, soit on va les chercher. Si parmi vous, il y a des enseignants, il y a des gens qui ont affaire à des enfants ou à des adultes, eh bien, observez et questionnez vos meilleurs éléments, repérez leur stratégie, et puis comparez-la à celle des enseignants qui ont, des apprenants, qui ont un petit peu plus de difficultés. Et amener ceux qui ont des difficultés à utiliser les bonnes stratégies. J'ai des enfants, et un jour, une de mes filles rentre à la maison, et elle me dit, papa, j'ai des devoirs à faire. Alors elle se met à la table, devant ses cahiers, je mets un peu bas, mais j'essaie de rester haut, et elle disparaît complètement derrière la table, et c'est ce que je vais faire, puisqu'elle se vautre complètement, et elle coule sous sa chaise, comme le font les ados. Bien vautrée. Et elle me dit, papa, la géo, j'y comprends rien. Trop dur, j'arrive pas à mémoriser. Pourtant, elle avait de bonnes notes dans d'autres matières et une bonne mémoire. Je lui dis, mais est-ce que dans ta classe, il y a des élèves qui ont des bonnes notes? Parce qu'elle me dit, non, mais c'est le prof, c'est pas un bon prof, il ne sait pas nous expliquer les choses. Donc je lui demande, est-ce qu'il y en a quand même qui, malgré ça, accèdent à un bon niveau? Et là, elle me dit, oui, j'ai ma meilleure copine qui a des super notes en géo. Je lui dis, bon, ben, peut-être que ça ne vient pas du prof, alors. Je lui dis, mais comment elle fait, d'après toi? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, tu l'as observée? Je lui dis, oui. Comment elle se tient? Elle me dit, bah, c'est simple. Et là, elle remonte sur sa chaise. Je me dis, elle se tient bien droite, les mains sur le bureau. Elle regarde le professeur. Et je dis, c'est ce que tu fais, toi? Et là, elle se remet dans sa position d'adolescente liquide. Elle me dit, non, moi, je suis plutôt détendue. OK, et qu'est-ce que tu regardes? Par la fenêtre, ce qui se passe. Est-ce que peut-être cette différence de stratégie pourrait être à l'origine de la différence de résultat qu'il y a derrière? Alors, je lui ai mis un challenge tout simple. Je dis, ce que tu fais, c'est pendant le mois qui vient, chaque cours de géo, tu t'assois pas à côté de ta meilleure copine, un peu plus loin pour pouvoir l'observer, et tu fais pareil. Tu mets en place un morceau de la macro-stratégie, là, et tu regardes si ça change quelque chose. Au bout d'un mois, elle est venue me voir en me disant, papa, il y a un truc de fou. Hein. J'ai eu 17. Juste en adoptant une partie de la stratégie. Parce que bien évidemment, si on veut mémoriser des choses, un grand nombre d'informations, comme en histoire géo par exemple,
Eh bien, il ne faut pas être dans son ressenti, il ne faut pas être en train de regarder dehors. Il faut pouvoir créer une image, là aussi, de toutes les informations qu'on nous donne. Donc, qu'elles soient macro, qu'elles soient micro, c'est important d'identifier et de pouvoir enseigner la stratégie d'excellence. Est-ce que pour l'heure, tout est OK pour vous? Pas de questions? Parfait. C'est une bonne stratégie pour vous expliquer les choses. Et vous avez une excellente stratégie pour intégrer ces données-là. Dans cette histoire où il y avait un dragon qui venait manger les braises du feu pour s'alimenter et alimenter son propre feu, qui pour moi n'était qu'un son, pardon, et qui a amené cette stratégie un petit peu déficiente, on va dire, pour l'orthographe, il m'a fallu un petit peu de temps pour mettre en œuvre une stratégie efficiente pour l'orthographe aujourd'hui. Et je vous avouerai que même cette nouvelle stratégie d'excellence, j'ai parfois un peu de mal à l'appliquer, parce que je l'ai appliquée un petit peu sur le tard. Mais c'est possible. Il suffit juste d'un petit peu d'entraînement. Tout ça pour vous dire que plus tôt on apprend les bonnes stratégies, et bien évidemment, plus tôt elles deviennent des automatismes. Mais la PNL nous apprend que, comme on passe notre temps à changer, changer est toujours possible. C'est bien d'avoir une bonne stratégie en tant qu'apprenant, mais c'est bien aussi d'avoir des bonnes stratégies en tant qu'enseignant. On va changer de matière pour vous parler de ça. Au niveau du temps, je suis comment? Tu me fais signe, Loïc? La moitié. OK. On va changer de matière pour justement changer d'angle de vue. Qui est absolument hermétique aux mathématiques. Pour qui les tables de multiplication sont un enfer? D'accord. Comment est-ce que vous avez appris à l'école les tables de multiplication? Comment on vous les a enseignées? Non, vous parlez mathématiques au calcul. Non, c'est un peu... Non, je suis fort en calcul, mais je ne suis pas doué en mathématiques. Les tables de multiplication, pour vous, c'est quelque chose que vous avez aimé? C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Les maths, D'accord. On va rester sur quelque chose de simple. Je vais partir sur les bases. Plutôt les multiplications. Qui a eu du mal à mémoriser les tables de multiplication? Vous? Comment est-ce qu'on vous les a enseignées? Par cœur? Et vous les avez appris par cœur de quelle façon? J'ai pas pu les apprendre en fait. Oui. Vous étiez devant la feuille avec le tableau? Oui, je me rappelle D'accord. tout ça. C'était ça. Ok. Moi, on me les a appris, mais alors ça a été super facile pour moi parce que c'était une chanson. Une fois 1, 1, une fois 2, 2. Et comme ça, cette petite ritournelle, moi, je l'ai appris super facilement. Sauf que je me suis retrouvé un petit peu dans le même cas que vous, c'est que chaque fois que j'avais une multiplication à résoudre, il fallait que je rechante toute la chanson pour trouver le bon truc. C'est la stratégie que j'ai adoptée pour apprendre le tableau des matières en chimie. Lily Béchat, bien chez notre oncle Félix, Néant, Napoléon mangea allègrement, s'y coulait sans claquer argan. Voilà, ça c'est génial aussi, parce que si votre stratégie de mémorisation par le son fonctionne bien, par contre, vous êtes obligé de repasser toute la chanson pour retrouver ce qui va bien. Moi, la méthode qui était utilisée, c'était essentiellement cette petite chanson ou des choses comme ça. Une autre méthode, c'était de nous donner le tableau et nous dire, ben voilà, il faut l'apprendre par cœur, mais à vous de vous débrouiller, de trouver votre méthode pour le faire. Alors certains d'entre vous, ben, peut-être vous avez développé des méthodes personnelles, plus ou moins rapidement pour apprendre. Monsieur qui l'avait appris super vite, comment vous avez fait pour apprendre les tables de multiplication? bon, généralement, je multiplie par 10 et je fais la soustraction. C'est-à-dire, par exemple, 10 fois 8, c'est 80 moins 16. Voilà, des méthodes comme ça. D'accord. Et c'est assez rapide. C'est efficace. Le chiffre, c'est pas tourné. Voilà. Deux chiffres, ça va. Après, ça se complique. C'est efficace. C'est plus efficace que notre chanson ou que rien du tout. C'est plus efficace. Mais c'est pas efficient. Parce que ça demande de se souvenir de toute une chaîne d'opérations. D'abord multiplier par 10, puis faire une soustraction, et ainsi de suite. On n'a pas accès tout de suite au résultat. Alors qu'il y a une façon extrêmement simple
d'enseigner l'étape de multiplication. Pour que le résultat soit accessible tout de suite. Et là aussi, c'est une stratégie globale d'expérience que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Et c'est quoi une stratégie globale d'expérience? C'est créer une expérience dans laquelle il y ait quelque chose à voir, quelque chose à entendre, quelque chose à ressentir. Au moins ces 3 éléments. Et à partir de là, on crée une expérience qui est directement enregistrée par notre mémoire, directement accessible. Et si les émotions sont suffisamment fortes, cette mémorisation sera quasi instantanée. Il n'y aura pas besoin d'y revenir plusieurs fois. Je vous donne un exemple. Ça s'est amélioré, vos mathématiques? La table de multiplication, ça s'est amélioré depuis l'école ou 9 x 7? 9 x 7. Gardez le résultat. Gardez-le. Ah, il faut chercher un bon moment. Il y en a qui ont déjà trouvé le résultat? Non? Continuez à chercher. Alors, bien sûr, parmi vous, il y en a qui ont bien mémorisé cette table et qui accèdent parce qu'ils ont des stratégies plus ou moins efficientes, efficaces. Donc, fort heureusement, on peut y arriver. Mais si on vous les avait enseignées comme je vais vous montrer, pour vous, madame, et comme ça, ça me fera réviser aussi, eh bien, ça aurait été quasi instantané. Je vais vous raconter une histoire, une toute petite histoire, vous allez voir. Cette histoire, c'est l'histoire de Monsieur Neuf. Monsieur Neuf, c'est le dernier des chiffres. Hein, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Ouais, le premier, c'est 0, 1, 2, 3 et 8, 9. Donc, Monsieur Neuf, chez moi, on appelle ça un cador. C'est celui qui gonfle la poitrine, qui la pète un peu comme ça. Eh bien, Monsieur Neuf, un jour, il décide d'aller montrer à tout le monde comment il est fort, comment il est le plus beau, comment il est le plus grand. Et pour ce faire, peut-être c'était ici, il s'est approché de la piscine et il est monté tout en haut du plus grand de tous les plongeoires. Non, il n'a pas pris le bord de la piscine, il n'a pas pris celui du milieu. Non, il est monté tout en haut, Monsieur Neuf. Et comme c'est quand même trop facile pour lui, qui est si fort et si grand, il s'est mis dos à la piscine. Et une fois qu'il était tout là-haut, dos à la piscine, il a jeté un coup d'œil derrière lui. Et là, il s'est rendu compte de la hauteur. Et là, il a commencé à trembler. À se dire, mais peut-être j'aurais pas dû. Mais trop tard. Tout le monde le regardait. Il y a tous les autres chiffres en bas qui le regardaient. Il n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'il saute, qu'il plonge. Alors, Monsieur Neuf, il a donné une grande impulsion, guidé par la peur. Et il nous a fait un superbe plongeon, sauf qu'il est retombé sur le bord de la piscine, la tête en premier. Et il s'est fait 2 énormes bosses. Juste avec cette toute petite histoire et l'image que je viens de vous donner. Toute votre vie, instantanément, quand on vous demandera combien font 7 x 9 ou 9 x 7, vous saurez que ça fait 63. Pas besoin de se répéter toute une chanson. Pas besoin d'utiliser une méthode compliquée. Plus que cette expérience devient un de mes souvenirs. Et il est donc directement accessible en tant que tel. C'est une stratégie d'enseignement là aussi, pour de l'information. Donner une image, donner du son, une histoire, donner de l'émotion. Je vous ai raconté simplement l'histoire de Monsieur Neuf qui veut se la péter. Ça vous a fait réagir. Je vous ai parlé de sa peur quand il était là. J'aurais pu le surjouer encore. Vous avez donc mis de l'émotion, vous avez donc une expérience dans sa globalité. Ça devient un de vos souvenirs. Si je vous la répète peut-être une deuxième fois, je suis quasi certain que là, ce sera pérenne, totalement pérenne. Et ça va beaucoup plus vite que de répéter sans cesse et inlassablement
pendant une année entière la chanson des tables de multiplication ou la chanson du tableau des éléments. Il suffirait de le faire comme ça. Et en plus, pour la table de multiplication, ça va encore plus vite parce que la table des 1, des 2, tout ça, on n'a même pas besoin de passer par ça. On va se concentrer sur les plus compliqués. Donc voilà l'idée de l'utilisation des stratégies d'apprentissage et d'enseignement de la PNL dans le monde de l'éducation pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que parmi vous, ceux qui ne savaient pas combien faisait 7 fois 9, eh bien maintenant vous le savez. Et vous vous en souviendrez toute votre vie. Faites le test demain, posez-vous la question, combien ça fait 7 fois 9, vous aurez instantanément la réponse. On peut appliquer ça dans tous les domaines, même pour l'apprentissage des langues. Il y a des stratégies efficientes pour le dessin, pour la musique. Pas de talent, pas de boss des maths, pas de mémoire d'éléphant. Des stratégies efficientes et des stratégies d'excellence. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est une autre stratégie? Par exemple, vous avez fait une remarque à propos du Word. Le mot congrès. Oui. Il y a un R, la lettre R qui saute. Oui. Non, qui manque. Qui manque. Il y a une deuxième lettre. Le deuxième S qui saute aussi. Aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des lettres supplémentaires qu'on n'entend pas. Ou, par exemple, World Congress. On prononce les lettres. Mais en français, on trouve beaucoup de lettres qu'on n'entend pas. C'est ça. Qu'on n'entend pas. D'où l'importance de ne pas aller chercher le son, mais d'aller chercher l'image. Quand je veux écrire, je ne dois pas aller chercher le son du mot que je veux écrire ou de la phrase, mais bien l'image. Et là, la personne qui a fait ça, soit elle allait un petit peu vite, ce qui est possible, soit elle était dans le son, World Congress. Comme elle était dans le son, elle n'a pas vu ce qu'elle a écrit. Elle a entendu ce qu'elle a écrit. Notre cerveau a une capacité pour la lecture un peu particulière. Si vous prenez n'importe quel mot, que vous avez la première lettre à la bonne place, la dernière lettre à la bonne place, première, dernière, au milieu, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Vous lirez le mot quand même, sans même vous apercevoir qu'il manque des lettres ou que certaines lettres sont inversées. En allant chercher l'image. Il faut passer par l'image, obligatoirement. Je vais, dans ma mémoire, chercher l'image du mot. Est-ce que je l'ai déjà vu? Ou est-ce que j'ai un mot similaire? Et je le compare avec ce que j'écris. Je vais chercher l'image de ma phrase et je la compare avec ce que j'ai écrit. Et là, j'aurai directement accès à mes sensations pour savoir si ce que j'ai écrit est bien orthographié. Si je reste dans le son, je suis incapable de voir qu'ici, il manque des lettres, parce qu'il n'en manque pas suffisamment. Et même si elles étaient là, j'aurais pu mettre le R entre le N et le G en le lisant. La plupart d'entre vous ne se seraient pas rendus compte des choses. Je suis traducteur, mais je me permets de changer de casquette juste pour 30 secondes. Il y a des langues, telles que le chinois ou le japonais, qui sont basées dans la compréhension de ce qui est dit et basées exclusivement sur l'image, sur la nature du caractère. Mais là, on n'est pas sur de l'orthographe, voilà, puisque c'est de l'idéogramme. Ce sont Exactement. des idées qu'il y a Exactement. derrière. Voilà. Donc on est dans un domaine complètement... Là, cette stratégie-là ne peut pas s'appliquer dans le cadre d'idéogramme. Voilà. Mais lorsqu'on écrit avec un alphabet, il faut obligatoirement passer par la visualisation. Mais même dans les idéogrammes, on passe par la visualisation. Oui? Alors, quand vous parlez de stratégie globale d'expérience, voir, entendre, ressentir, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les matières ou c'est à... D'accord. Donc, quand vous parlez de stratégie globale d'expérience, c'est une stratégie qu'on peut l'appliquer à tout type de matière ou il y a des matières qui favorisent ce genre de stratégie? Ce type de stratégie va être utile pour enregistrer ou enseigner des grandes quantités d'informations.
Il y a plusieurs techniques qui utilisent ça. Il y en a une qui est très, très appréciée par quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui, qui s'appelle le sketchnoting. Je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a qui prennent des notes de cette façon-là. C'est faire un petit dessin de tout ce qui est dit. On fait un petit bonhomme qui est en train de dire « waouh » par exemple, et on dessine toutes les choses pour mettre de l'image, de l'histoire. Le mind mapping, c'est ça? Alors, le mind mapping. Le mind mapping va se rappeler. Le sketchnoting, c'est ça. Oui. En fait, c'est dessiner une bande dessinée de tout ce qu'on entend. Plutôt que de tout écrire, on prend juste les éléments importants et on fait ça. On raconte une histoire avec du visuel, avec de l'auditif, parce que il y a des petites onomatopées qui sont cachées un petit peu partout là-dedans, avec des couleurs pour que ça soit visuel. Et instantanément, 1 heure de conférence tient sur un tout petit bout de papier, mais là, il y a toutes les informations. Parce que ça devient une expérience globale. Donc, c'est plutôt une stratégie pour les grandes quantités d'informations. Le mind mapping, les cartes mentales, peuvent se rapprocher de ça, où on va avoir de l'image sur des mots-clés ou des choses comme ça. Donc, si j'enseigne la gestion, comment je peux utiliser quelle stratégie? Si vous êtes sur des choses où il y a beaucoup d'informations, faites du sketchnoting. Dessinez des histoires au tableau. J'ai volontairement pas utilisé de slide pour pouvoir vous faire les petits dessins, le petit dessin de la mouche ou des choses comme ça. Parce que de cette façon-là, eh bien, je vous raconte une histoire, en quelque sorte. Je mets une image, et puis quand je fais un petit dessin, je fais en sorte que ma mouche, elle ait un air un petit peu rigolo pour provoquer une émotion chez vous. Et comme ça, vous avez du visuel, vous avez une histoire pour l'auditif, et vous avez du kiné, vous avez une émotion, une sensation. Et je crée une expérience globale. Et toutes les informations que je vous ai données, vous les avez mémorisées. Oui? En fait, je comprends que tout émane d'une stratégie. Mais est-ce que vous niez l'importance du talent? Oui. Oui. Le talent, tout dépend ce que vous mettez derrière le mot talent, don ou chose comme ça. C'est-à-dire quelque chose que vous auriez et que je n'ai pas. Ou inversement. Ça n'existe pas. Je sais faire quelque chose que vous ne savez pas faire et vous savez faire quelque chose que je ne sais pas faire. Si j'observe votre stratégie mentale, comme je l'ai fait en posant les questions à Émilie, comment tu fais pour faire les choses? Elle me dit, je vois le mot et puis après je l'imagine et après je le ressens. Si j'applique cette stratégie-là, j'apprends comment vous faites et je ferai. Et là, il n'y a pas de talent. Si je vais chercher votre stratégie pour le faire et que je travaille à minimum, parce que derrière, il faut appliquer la stratégie et puis certaines disciplines demandent un peu d'entraînement, j'accéderai au même résultat. Pardon? Il y a de l'espoir qui naît. Oui, on a tous cette chance extraordinaire. On est tous des êtres humains avec un cerveau et les mêmes capacités à l'intérieur. Ce qui est important, c'est d'accéder à la capacité. C'est ce que je vous disais au tout début de la conférence. Les stratégies ne nous permettent pas d'accéder à de l'information. Elles nous permettent d'accéder à une capacité. Si on reprend la spirale dynamique de Grève, je vois Jean-Charles qui lève la main derrière, la pyramide de Diels, il n'y a pas d'étage, talent, don, ou que sais-je. Il y a un comportement et une capacité. On est tous faits de la même façon. Mais peut-être la question, est-ce qu'on peut tous chanter comme Pavarotti? Est-ce qu'on peut tous devenir un génie? Oui. Pour la PNL, oui. Puisqu'il suffit, entre guillemets, bien évidemment, d'identifier la bonne stratégie qui est mise en place
qui a été mise en place et de la mettre en place et de travailler dans cette stratégie-là. Bien évidemment, on pourrait très bien imaginer comme réponse à ma réponse que Pavarotti avait une capacité pulmonaire particulière. Certes. Qu'est-ce que les choses innées? Par ma nature, faire 2 mètres de haut, avoir une cage thoracique énorme, mais est-ce que ça veut dire que personne qui aurait une corpulence plus petite ne pourrait accéder à ça? Et la vie nous montre qu'il y a bien des exemples dans lesquels on peut le faire. Si vous prenez un basketteur, 2,20 mètres de haut, c'est un super avantage. Il existe une équipe de basket très connue qui s'appelle les Harlem Globetrotters, qui fait de la démonstration. La moitié des joueurs sont de petite taille. Est-ce que vous pensez, par exemple, Messi est devenu comme ça parce qu'il a une stratégie Oui. Messi? Oui. Excusez-moi. Il a su mettre en place une stratégie qu'il a appliquée. Alors peut-être qu'on l'a aidé à accéder à cette stratégie, mais il a une stratégie mentale qui lui permet de faire les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des prérequis? Non. Être un être humain. Ah, pardon. En fait, dans la continuité, je voulais faire un mix. Est-ce que le talent peut accélérer peut-être? Il y a les techniques, telles que vous êtes en train de le dire. Après, peut-être que le talent n'est pas forcément décisif dans l'apprentissage, en tant qu'apprentissage de savoir ou de savoir-être, mais est-ce qu'il peut être décisif dans le timing ou le temps ou les délais ou peut-être même le champ d'application par la suite? Il y a ceux qui vont apprendre, ceux qui vont appliquer, etc. Alors, je pense que le talent, peut-être, peut avoir son mot à dire. Si derrière le mot talent ou le mot don, vous mettez savoir faire quelque chose depuis que je suis tout petit, et certains d'entre vous sont peut-être nés avec cette capacité à dessiner extrêmement bien, à faire de la musique ou à faire des mathématiques. Vous savez le faire sans vraiment savoir ni comment, ni pourquoi vous avez appris à le faire de cette façon-là. Donc si on met cette définition derrière le mot talent, je vous dirais que probablement, si j'avais l'idée aujourd'hui de jouer de la musique comme Mozart, j'ai 50 ans, si je m'y mets maintenant en étudiant sa stratégie, que je la mette en place, que j'arrive à l'assimiler et que je me mette devant un piano pour la première fois, ça va me prendre un peu de temps. Est-ce que j'accéderai avant le jour final de cette existence-là au même niveau que Mozart? Peut-être, peut-être pas. Il a commencé beaucoup plus tôt. Il a plus d'entraînement que moi. Donc, oui, sur le timing, peut-être que ça peut jouer, mais uniquement sur ça. Bonjour. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de faire ressortir l'intelligence de l'enfant, par exemple visuelle, auditif ou kinesthésique, avant de choisir la stratégie? Alors, si derrière le mot intelligence, vous mettez canal préférentiel d'utilisation des choses, non, ça n'a rien à voir avec les stratégies. Mon canal préférentiel, vous l'avez deviné, c'est plutôt le son. Quand je veux bien orthographier, j'oublie le son. Parce que je peux y arriver. Mais comme monsieur pour les tables de multiplication, j'aurai une stratégie efficace. Ça va me prendre du temps, j'arriverai au résultat, mais après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Une bonne stratégie, c'est une stratégie efficiente. Le moins d'opérations possible pour le meilleur résultat, pour le résultat attendu. L'idée, c'est de repérer comment je peux faire bien les choses plutôt que comment je les fais bien moi. Parce que je peux les faire bien, je peux arriver à mon objectif. Je peux peut-être bien jouer du piano, bien faire des mathématiques ou des choses comme ça. Mais si je veux évoluer, aller encore plus loin, alors une des portes royales pour le faire, c'est la stratégie, quel que soit mon canal préférentiel. Alors, j'aurais une petite question de ce côté. Est-ce qu'on peut parler de l'enfant doué? Ouais, j'aurais juste une petite question rapidement. Allez-y. Ok. Toujours dans les stratégies d'excellence pour l'apprentissage, vous avez parlé du fait qu'on doit utiliser le visuel, l'auditif, aussi les sensations. Oui, oui, tout ça, je suis complètement d'accord.
Et en fait, dans la PNL, on parle aussi de personnalité, dans le sens où il y a des gens qui sont plus auditifs, des gens plus visuels, et d'autres qui sont plus kinesthésiques. Et est-ce que vous pensez que pour apprendre, il faut utiliser ces trois, je ne sais pas comment on peut canaux, oui, 3 canaux, où il faut surtout, parce qu'on dit surtout de se concentrer sur nos compétences, nos forces, ou plutôt utiliser un seul sens le plus développé et les autres juste en accompagnement pour. C'est la question de madame. Ah, pardon, j'ai mal entendu. Non, mais je vous en prie, c'est peut-être moi qui n'ai pas répondu convenablement. Si vous utilisez vos compétences et que vous restez dans vos compétences, dans certains domaines, vous allez avoir du talent ou des dons peut-être, parce que cette compétence-là vous a permis de mettre en place la bonne stratégie, la stratégie d'excellence. Dans d'autres, ça ne sera pas le cas. Et si dans ces autres domaines, vous voulez aller à l'excellence, il faudra apprendre la stratégie d'excellence du domaine dans lequel vous travaillez. Les trois ensemble, c'est pour une expérience globale. On voit bien que pour l'orthographe, je n'ai pas tout. J'ai le visuel remémoré, le visuel construit et le kinesthésique, les sensations. Si votre canal est l'audition, vous avez vu, ça ne marche pas. Si votre canal préférentiel est le visuel, mais que vous avez tendance plutôt à être très créatif, ne partez pas pour l'orthographe dans du visuel créatif, parce que vous allez inventer une nouvelle façon d'orthographier les choses. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, ma réponse est oui, bien évidemment. Utiliser ses propres compétences quand elles mènent à l'excellence, à l'efficience, et puis s'ouvrir aux autres compétences pour exceller dans d'autres domaines. Et faut-il développer les autres compétences, du coup, les autres canaux? Si on est auditif, est-ce que vous suggérez de se mettre dans le visuel aussi, de ne pas rester dans un seul canal? Si vous restez dans un seul, vous restez dans un couloir. On est d'accord. 2 minutes. Allez, une dernière question. Monsieur? Oui, juste une petite question. Je reviens à ce que je vais dire tout à l'heure. Il y a des gens qui sont doués, de nature. Doués. On parle de quelqu'un, d'un enfant qui est doué. Et il y a des gens qui veulent que leur enfant passe à l'excellence. Ils leur mettent une stratégie. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ce n'est pas la bonne question. Parce que vous avez commencé par dire qu'il y a des gens qui sont doués. Personne n'est ce qu'il fait. C'est un des présupposés de base de la PNL. Je ne suis pas ce que je fais et ce que je fais n'est pas ce que je suis. J'ai une capacité qui me permet d'accéder à un comportement où je n'ai pas cette capacité. Ou peut-être j'ai une capacité qui fait que je n'accède pas au comportement désiré. Et ça, c'est la première porte qui se ferme pour accéder à l'excellence. S'identifier à ce que l'on fait, surtout quand ce qu'on l'on fait est limitant pour nous. Merci à vous.